plus, qui pourtant reste, donne accès. Donc, dans un rapport à la mort qui est assez complexe, puisque la mort n'est pas à dépasser, puisqu'elle produit. La ruine, la destruction produit. Elle n'est pas à dépasser au sens où on pourrait entendre la résurrection comme un dépassement, un oubli, un peu comme quand Chestov reprend Job, évoque Job qui dit, qui demande à Dieu que lui soit rendu ce qui est. Bon, ça c'est l'impossible, mais si on met du possible, il faut faire avec la mort. Je suis peut-être un peu confus, Béatrice, excusez-moi, mais... Non, mais c'est parce que toi, tu as utilisé l'expression « donner accès ouais. » et je voulais retirer... Enfin, cette expression, je voulais retirer le mot « accès ». Ah, tu voulais la retirer? Non, je ne veux pas la retirer, mais c'est très bien, c'est pas ça que je veux dire. C'était l'accès qui m'intéressait dans cette expression que tu as eue, parce que ce mot-là, je l'ai rencontré dans la poésie de Jean-Paul Michel, et c'est un mot qui me frappe, voilà. Oui, pardon. C'était une vraie question là-dessus. Oui, j'ai pas compris la question en fait. Non, mais c'est pas grave. Oui, mais... C'est sûrement moi qui l'ai mal formulé. Mais je crois que c'est le rôle de toute poésie qui vaut, qui de donner accès. Sinon, on ne serait pas là en train de la lire, quoi. On s'ennuierait. Donner accès à quoi? Enfin, à l'être, à nous-mêmes, à nous rendre possible l'expérience. Comme limite de ce à quoi nous devons répondre. Et en effet, l'expression, c'est quand on vient dans le monde d'idées, la surprise des ténors, à un certain moment, il est demandé, serait-ce donc cela l'accès? Voilà, et l'accès, ce serait de faire taire sa colère, pas de parvenir à faire taire la subjectivité simplement négatrice, se laisser envahir par le dehors. D'ailleurs, il devient possible, enfin, on le sait tous en tant que lecteur, hein, quand on ouvre un livre, parfois on n'ouvre rien, c'est-à-dire qu'on n'entend rien pour X raisons, et parfois on ouvre vraiment un livre. Tout d'un coup, on a accès. Enfin, le geste est métaphorique, mais il n'empêche que ce geste-là du livre, il est essentiel. Il dit bien qu'on ouvre une fenêtre, un livre, je ne sais pas quoi, et on a accès. Je trouve que ça fait écho à ce que disait Jean-Paul Michel hier. Il disait, j'ai toujours été étonné qu'on puisse entrer dans les livres et comprendre quelque chose, qu'on comprenne oui. que c'est pas croyable qu'on puisse y comprendre. Enfin, les livres de Jean-Paul Michel, quand même, nous rendent captifs. Tout d'un coup, il y a une espèce de saisissement. Je repense aux livres qui nous ont été donnés à voir hier. Et enfin, alors, ça donne accès. Qu'est-ce qui, dans le livre, donne accès? Parce que c'était quand même la forme, la couleur, le trait. Il y a un profond mystère, dans le modus operandi de l'œuvre d'art en général. Hein. Mais alors spécialement quand on se trouve impliqué dans la fête, autant il me semble naturel, disons, que les artistes qui sont toute la journée en train de batailler au cœur du truc soient immédiatement en prise avec ce à quoi on est aux prises. Autant il y a pour moi quelque chose de presque inintelligible au fait qu'on dispose d'un livre à la librairie La Une, qui passe un Pékin absolument inconnu, qu'il en feuillette quelques lignes, qu'il achète ce livre, qu'il emporte chez lui et qu'il fasse le lire à tous les gens qu'il rencontre en sortant. Vous voyez, là il y a quelque chose qui pour moi de l'incalculable pur. Absolument. C'est presque inintelligible. Or, si un livre est un livre, il va produire ces sortes d'effets-là. Voilà, et c'est ça qu'on a du mal à croire quand on se trouve impliqué dans une tourmente qui nous dépasse. On n'y est pour rien. On pourrait dire qu'on est saisi par le livre. Il y a quelque chose. Mais si un livre est quelque chose, il doit saisir quelque chose. Voilà. Sinon, il y a pas beaucoup d'effets conséquents. En fait, la réponse à l'accès est difficile dans le sens où l'expérience ne peut être qu'individuelle. Et là où le poème est un poème, c'est qu'il... Bon, le terme est, j'aime pas trop, mais c'est un dispositif qui permet à chacune des singularités que nous sommes, d'avoir accès. Je ne sais pas à quoi, mais à lui-même. Voilà. Un poème, c'est cette ouverture-là, potentielle, pour un maximum d'individus que nous sommes. C'est un dispositif. Mais... A priori, ce devrait être à chaque fois différent, et la surprise est de constater que ça produit des effets constants. Qui vont dans le même sens. Dans les livres, dans les lectures et dans les réceptions. Quoique les accès soient différents. Lorsque je lis une critique qui me paraît véritablement rendre compte de quelque chose qui a été écrit, je n'en reviens pas. C'est la possibilité d'une coïncidence dans la réception qui me paraît incroyable.
Alors je suis très bon public pour les livres que je lis, donc je me saisis avec un appétit absolument féroce. Vous voyez, là ça me semble aller de soi, j'en ai besoin, et je vais les chercher parce que j'en ai besoin. Mais il y a vraiment quelque chose de miraculeux, entre guillemets, dans l'enregistrement des faits de cette sorte. Mais j'en reviens sur le livre, sur la rencontre. C'est pas moi qui saisis le livre, c'est le livre qui me saisit. C'est tout à fait, c'est une expérience infantile, enfin, du côté de, vous savez, les enfants, quand ils voient quelque chose, tout d'un coup, ils sont, là, les enfants de 3 ans, là, qui sont pas encore pris dans quelque chose qui les aliénerait, au fond, hein, et voilà, l'effet du livre. Pour conclure, ce sur quoi je... Enfin, conclure, excusez-moi, je vous non, pas. Pour passer à un registre plus léger et un tantinet amusant, lorsque vous avez recité tout à l'heure le petit poème écrit en Angleterre, j'ai vu un autre exemple un peu de la façon du violet, de la couleur violette de l'ombre qui m'avait fait tressailler comme ça, à propos de l'Angleterre. Il y a quelque chose d'extrêmement singulier, et je n'en doute pas, pour un Anglais de lire l'Angleterre et ce vent froid. Alors, c'est, pour un Français qui débarque, il se dit, mais on frissonne ici. Et il est saisi par un effet climatologique. Et que, à mes yeux, dans sa vérité d'expérience, le poème est tenu de restituer comme tel. Il n'y a aucun au-delà, d'aucune sorte à cela. Et là, j'ai frissonné, là, en voyant les marques bleues sur les moutons. Et il reste un petit peu quelque chose du frisson de ce vent froid, vous voyez, pour le Méditerranéen qui débarque. C'est un peu comme le premier jour où nous sommes arrivés ici, et où le soir, nous avions un peu froid dans nos chambres. Vous voyez, ça fait partie de la Normandie pour moi. Pour conclure sur la question de l'accès, en fait, pour répondre à Béatrice, simplement, ce qui manque dans mon texte, enfin, que je ne vous ai pas lu, c'est qu'en fait, l'accès, peut-être que je réponds à votre question, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait accès, pour qu'il y ait ce dispositif, qu'il ne soit pas simplement du bricolage stylistique avec des gens de génie qui bricolent comme des génies, pour qu'il y ait vraiment un dispositif potentiellement capable de nous happer, il faut qu'il y ait un passage par la mort. Voilà. Une traversée d'eux. C'est peut-être ce qu'on entend, et ce que disait un petit peu Serge Cazada, c'est-à-dire que quand je dis passage par la mort, ça ne veut pas dire physiquement, mais il faut qu'il y ait ce sacrifice dont vous parlez si souvent. Et c'est peut-être notre oreille entend peut-être sous des formes différentes, et des vécus différents, entend cette présence du sacrifice, cette traversée de la mort, qui fait que la promesse est entendue aussi. Et là, c'est un peu chrétien, je suis désolé, mais c'est pas forcément ma volonté, mais le lexique est le nôtre quand même, puisque culturellement. C'est la raison que je disais tout à l'heure à propos des premiers livres. C'était aussi autre chose que simplement se débarrasser. C'était vraiment des dispositions d'abord nécessaires et ensuite fondatrices. Oui, c'est ce que j'essaie de montrer. Il n'y avait aucune possibilité de faire face d'aucune façon. J'essaie de montrer en analysant ces 2 premiers recueils qu'en fait vous constituez une chair du monde. En fait. Et ce que je disais hier aussi, que dans cette chair du monde, il y a forcément de la parole. C'est-à-dire que vous défaites une parole antérieure qui vous gêne, et des images aussi, mais en même temps, vous réintégrez ce que vous sauvez de cette parole dans une chair sensible, et le mot devient phénomène. Et à partir de là, il y a basculement, l'Italie, Pontevielle, la beauté. J'ai appelé cela des sacrifices de parole, ce sont des sacrifices de parole. Mais qui sauvent la parole. La parole cherche les voies cérémonielles pour se débarrasser de ce dont elle doit se débarrasser, tout en fondant ce qu'elle doit fonder. Et les termes dans lesquels la chose m'est apparue vaguement pensable, ce sont vraiment ces sens de sacrifice, en littéralement terme, qui est sacrifié. C'est un acte magique, extrêmement précis, dans lequel il y a une bête à dépecer sur un autel. Et c'est un acte fondateur. C'est pas simplement le fait de se délester quelque chose, c'est le fait de faire advenir quelque chose par des voies d'un extrême archaïsme. Qui était à la fondation de beaucoup d'œuvres contemporaines finalement. Enfin, Bonnefoy, Jacotet, ils ont aussi sacrifié leur recueil, sauf qu'ils les... Oui, chacun par ses voies. Voilà, sauf qu'ils ne les mettent pas en ouverture, ils en dépouillent. Dans un poème comme Douve, qui
Oui, qui est un point de vue sacrifice. Une énorme ambiguïté sous tout rapport, une énorme obscurité sous tout rapport. J'ai dit un jour à Godefroy, j'ai l'impression que nous sommes passés dans des voisinages assez proches. Là. Et toute l'œuvre ultérieure de Godefroy est assez loin de nous, finalement. Et le rapport mystérieux de Doubs comme fondement, et comme fondement décisif, et avec l'Andali, l'Orange, le Brie, enfin, ce sont des lieux dramatiques et d'un extrême mystère. Et c'est le sacrifice encore. Mais il ne fait pas de doute qu'ils sont fondateurs. Jean-Paul, dans le titre même du texte, du mouvement et de l'immobilité. Oui, bien sûr. Il y a ce passage de ce qui est vivant à l'immobilité de la mort. Nous, quand lecteurs, nous prenons ce texte, nous prenons quelque chose qui est un objet mort, un livre, de la matière inerte, et d'un seul coup, il y a le mouvement de l'énonciation originelle qui se remet à vivre en nous. C'est ça le miracle de la lecture d'un poème. Le statut de ce poème de Godefroy, à mon avis, est une question clé. Parce que, d'une certaine façon, il n'a cessé de s'en éloigner, et en même temps, c'est par lui qu'il est advenu. Et moi, lorsque j'avais 16 ans, j'ai découvert Doubs, c'était un objet d'une extrême opacité, mais où je sentais, en tout cas avec force, quelque chose. C'était une volonté de sortir par le haut de la, comment dirais-je, du marais dans lequel pataugeait la poésie des années 60. Et c'est ce mouvement, c'est vraiment ce mouvement de désespérer, de retrouver le nom, finalement, en réinstaurant la possibilité de sa légitimité. Parce qu'on sortait d'une sorte de mâchouillis d'après-guerre, c'était affreux. Donc il y avait quelque chose de désespéré dans ce mouvement. Et bon, toute translation faite et dans toute autre époque et selon de toute autre modalité, le dépeçage et le fils, pour moi, ça procédait de choses assez voisines. Parce que je sortais d'une sorte de post-surréalisme ambiant qui, à mes yeux, était complètement rattrapable. Moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, ils me rasaient, tous autant qu'ils étaient. Ça me tombait des mains. Bon, et pour faire face, il fallait aller ailleurs. Comme nous avions par ailleurs beaucoup d'occasions de nous méfier de ce que nous pouvions espérer, eh bien, il ne nous restait guère qu'à revenir à des sacrifices vraiment archaïques. Et c'est vraiment un renvoi à la terre, mais au sens de, vous voyez, ce qui vous fiche par terre, quoi. Et il fallait se relever. Donc, ces cérémonies et ces sacrifices, c'était tout autre chose que simplement une manière de dire, bon, on ferme la porte et on n'en parle plus. J'aurais quand même dire que ce qui permet à Bonnefoy de sortir du marais, c'est Pierre-Jean Jouve aussi. C'est quand même quelque chose qu'il a plusieurs fois dit, reconnu et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à l'oublier. J'en suis entièrement d'accord. D'ailleurs, il a un certain embarras, y compris. Ah, si. Oui et non, parce qu'il reconnaît quand même l'après. Forcément, il prend des distances, mais c'est, je crois, fondateur aussi. C'est certain, c'est absolument certain. Et d'ailleurs, pour moi, Jouve était dans le voisinage de Bonnefoy à ce moment-là, parmi ceux qui justement cherchaient une voie pour le langage qui soit tenable. C'est-à-dire que je ne mettais pas du tout Jouve dans mon propos parmi ceux qu'il fallait regarder comme périmètre, en tout cas provisoirement. Jouve faisait partie des éléments agissants non compromis sur qui on pouvait encore tabler. Et je pense qu'en effet, c'est ce qui a porté Bonnefoy vers Jouve. Ça fait pas doute. Et les réserves ultérieures qu'il a faites à l'égard de Jouve ne parlent finalement que de lui, Bonnefoy. Voilà. Mais oui, il y a un dispositif là extrêmement... et ça a été très très important dans ce moment. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a remarqué Jouve, tout simplement, parce que c'était autre chose que tout ce qu'il était possible de lire partout. Voilà. Et selon des nouvelles littératures, encore une fois, nous n'avons aucune raison de se comparer à aucun titre, mais il s'est passé pour moi un petit peu la même chose à ce moment-là. Vous voyez, c'est-à-dire que il fallait vraiment sortir du marécage, où on était condamné à périr par manque d'air. Et j'avais l'impression de piétiner dans un marécage. Vous voyez ce que c'est très désagréable. Là, on a du mal à lever la main, à chaque pas, la botte se remplit d'eau, et on ne peut pas avancer. Donc il fallait trouver
quelque part des points d'appui assez solides, qu'on puisse au moins sauter d'une pierre à l'autre et passer à gué. C'était quelque chose comme ça. Et je ne trouvais pas ma nature, vous voyez, dans ce qui m'est donné de lire ici et là. Donc, on se trouve dans une situation à la fois de solitude, qui est mon commun, mais où il faut se tirer d'affaire par soi-même, parce que personne ne peut vous tirer de là. Et mes seules ressources, en gros, c'était celles dont disposaient les chamans du Magdalénien. C'est à peu près ça. C'était à peu près ça. En tout cas, pour le sentiment, ça va bien. Alors j'admets que ces livres sont un peu photos, un peu bancales, un peu bizarres. Il y a beaucoup de choses très peu convenables là-dedans. Enfin, c'était mes seules ressources. Alors, nos échanges là-haut, dans les réunions,